Merci d'être pour votre présence. Merci à vous tous et merci à monsieur le député. En fait, Jean-Luc Fugit, nous vous connaissons depuis maintenant quand même de nombreuses années. Nous travaillons beaucoup parce que vous êtes sur les sujets sensibles et qui nous passionnent et qui sont importants pour notre pays. Néanmoins, pour ceux qui viennent pour la première fois ici, je vais repréciser en quelques lignes, bien évidemment, l'importance de notre invité d'honneur, donc Jean-Luc Fugit. Donc je disais, nous vous connaissons bien. Je vais rappeler quand même, j'ai revisité un petit peu votre fiche, et c'est vrai que vous avez vraiment un panégyrique très élargi et très puissant, très impliqué. Docteur en pollution de l'air, vice-président de l'Université de Saint-Étienne, et vous avez été élu député En Marche, aujourd'hui Ensemble pour la République, en 2017. C'est pas contagieux, je rassure tout le monde, c'est pas contagieux. Vous avez été un membre actif de la Commission du développement durable, c'est là où nous vous avons connu, pendant plusieurs années. Notamment, vous en étiez d'ailleurs le rapporteur à la loi d'orientation des mobilités. L'un des rapporteurs. Mais le principal. Récemment, vous avez fait le choix de rejoindre la Commission des affaires économiques, qui est très attachée à ses prérogatives sur l'énergie, en cohérence d'ailleurs avec votre mandat de président du Conseil supérieur de l'énergie. Waouh! Là, vous allez pouvoir prendre plaisir et poser beaucoup de questions à notre député invité. Pour revenir à notre sujet du jour, la loi des finances sur lequel vous allez commencer le débat ensemble, après un rapport très intéressant sur les crédits agriculture et alimentation dans le cadre du PLF 2025, vous avez cette année assumé la charge des crédits énergie pour la Commission des affaires économiques. Connaissant, je le disais tout à l'heure, votre implication depuis des années sur ces thématiques, notamment en qualité de président du Conseil supérieur de l'énergie, nous sommes heureux que l'Assemblée nationale puisse bénéficier, et je le répète, de votre expertise. Dans votre rapport très complet, nous avons pu consulter en avant-première. Vous avez souhaité attirer l'attention sur deux éléments majeurs. Le premier, c'est l'évolution du financement de la transition énergétique avec une mobilisation de plus en plus forte, et nous en parlions sur les parvis, des C2E. À ce titre, vous souhaitez que le Parlement soit mieux informé sur les évolutions envisagées de ce dispositif extra-budgétaire, bien connu de l'ensemble de nos membres et puis des participants ici présents. Et puis, le deuxième sujet, c'est le soutien aux énergies renouvelables. Tout en rappelant leur intérêt stratégique, vous avez procédé à un examen minutieux des soutiens publics aux énergies renouvelables, afin que ceux-ci soient uniquement alloués là où ils apportent une réelle plus-value. Notre échange permettra également d'évoquer la première partie du PLF, bien que son examen soit encore en cours. Vous avez été l'auteur de plusieurs amendements sur des thèmes qui nous sont chers, notamment le verdissement des véhicules et des poids lourds, là où nous avons des études et que l'on entretient et des rapports que nous faisons régulièrement chez Équilibre des énergies. Mais avant, monsieur le député, cher Jean-Luc, pouvez-vous nous partager votre vision sur le PLF et que doit-on penser du texte initial et des premiers débats à l'Assemblée nationale? Première partie. Pourra-t-on avoir un texte dans les délais impartis? Et la troisième chose, à défaut, quelles sont les options sur la table? Je passe donc la parole maintenant à François Moutot. Merci. Je voudrais corriger, monsieur le secrétaire général, vous avez oublié quelque chose de fondamental. C'est que monsieur le député a la circonscription, une des plus belles circonscriptions vinicoles de France. Ça c'est vrai. Quand même très important. Oui, juste pour éclairer un peu la question qui vient de vous être posée, une sorte de syllogisme grec. La France a toujours été très en avant sur le discours en faveur des projets climatiques.
Deuxième terme de ce syllogisme, le budget français est en grande difficulté. Troisième élément de ce syllogisme, la transition climatique demande une mobilisation financière énorme et on voit même des chiffres à plusieurs milliers de milliards. Qui est le menteur? Bon, ça fait... Bonjour, bonjour à toutes et tous. Peut-être que, enfin, en vous écoutant, je me disais que j'ai sûrement affaire à des personnes qui sont tous des spécialistes des sujets, mais moi, avant qu'on rentre dans le détail et qu'on prenne le temps d'échanger, parce que je pense que c'est important, je voudrais rappeler ce qui est peut-être une évidence pour vous, mais qui est pour moi ma motivation première, c'est pourquoi on fait tout ça sur la transition, et après on reviendra sur les sujets plus généraux peut-être du budget. C'est sûrement une évidence ce que je vais dire, mais c'est parce que c'est évident que je vais le rappeler. Il y a un objectif. En fait, quand on est dans l'action publique, il y a un pourquoi et ensuite il y a le comment. Le pourquoi, c'est quand même parce qu'on est face à des enjeux climatiques importants. Donc aujourd'hui, on doit réduire fortement la présence du CO2, cette concentration de CO2 dans notre atmosphère qui n'a fait qu'augmenter et qui amplifie donc cet effet de serre, cet effet naturel. C'est une évidence, mais de temps en temps, rappelons-nous pourquoi on fait les choses. Et la deuxième raison, dans le pourquoi, là ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'on ne respire pas toujours un air de bonne qualité en milieu urbain dense, tel que, par exemple, à Paris. Voilà. Et moi, j'y passe la moitié de ma vie maintenant. Donc, il y a souvent plus que la moitié. Donc, c'est des sujets majeurs pour moi. Là, voilà. Et derrière, je ne vais pas aller sur les questions d'alimentation maintenant, mais si je suis aussi très intéressé par les questions agricoles, c'est pas parce qu'il n'y a que les agriculteurs. C'est parce qu'en fait, 100% des gens qui sont devant moi dans la salle sont des consommateurs de produits agricoles. Et donc, quand on s'intéresse à l'air que l'on respire et à ce que l'on mange, et au sujet de la transition énergétique, en fait, on s'intéresse à la vie, à tout ce qui nous impacte. Et voilà pourquoi, moi, ça m'intéresse, tous ces sujets. Et ça, c'est le pourquoi il faut améliorer tout ça. Et maintenant, il y a le comment. Et alors, dans le comment, si je peux me permettre de parler un petit peu de l'approche budgétaire qui a été la mienne l'année dernière pour l'agriculture ou qui a été la mienne cette année pour l'énergie, le comment, c'est comment j'atteins ces objectifs, comment j'essaye d'apporter des réponses aux problématiques que l'on rencontre. Je voudrais rappeler que sur la question donc énergétique, le sujet majeur, je pense sincèrement, c'est qui est lié au reste bien entendu, c'est qu'aujourd'hui, sur les 1500 TWh d'énergie que consomme le pays, consomme la France, on en a encore 60% à quelque chose de près qui sont d'origine fossile. Et donc, on a une trop forte dépendance à ces énergies fossiles que l'on importe, comme vous le savez, de pays qui sont parfois hostiles à la France, parfois des pays qui sont instables, et parfois les deux. Et tout ceci nous met en situation de très forte dépendance. Et donc, notre capacité à répondre à cette problématique-là, eh bien, c'est notre capacité à produire de l'énergie bas carbone sur notre sol. Et là, on a nucléaire et renouvelable pour ça. Et on va sûrement y revenir à travers vos questions. Et j'ai bien l'intention qu'on y revienne parce que je voudrais bien vous faire, en tout cas, j'aimerais bien vous embarquer dans le sens que je pense que la position que je défends est la moins mauvaise. Notre capacité, deuxième capacité, c'est notre capacité à créer un écosystème industriel qui soit performant, compétitif, pour justement développer ces filières énergétiques et créer tout ceci sur notre sol. Moi, je vais essayer d'avoir un discours positif ce matin. Je ne vais pas être dans le misérabilisme ambiant permanent. Et le troisième sujet important, c'est notre capacité à accompagner nos concitoyens, à les embarquer dans des changements de comportement, d'utilisation donc de l'énergie, etc. Et quand on va aller regarder ça à travers un budget, à travers moi les crédits budgétaires que j'ai analysés, il faudrait prendre le temps de se dire qu'un budget, c'est constitué de deux types d'éléments, des éléments de protection et des éléments de projection. Et si on prend le temps d'analyser les choses de cette manière-là, on peut se lancer dans tous les débats budgétaires avec un objectif.
Et ce que j'ai essayé, moi, de faire, peut-être je vais vous décrire un petit peu ce que j'ai voulu faire dans l'analyse que j'ai pu faire du budget, la partie énergie, du coup. J'ai les éléments de protection. Ça a été d'aller regarder la problématique extrêmement importante, peut-être pas pour les gens qui sont dans cette salle, mais pour plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens, en l'occurrence même plusieurs millions. J'ai d'abord regardé comme élément de protection, protection, projection, comme ça que je vois les choses, la question du chèque énergie. Et je tiens à prendre le temps d'en parler un tout petit peu. Parce que j'ai entendu, ou j'ai lu aussi des choses assez aberrantes sur le sujet. Le chèque énergie, certains disent oui, c'est un chèque pour, ça permet de soutenir les énergies fossiles, etc., etc. Enfin, non. Ça permet de soutenir un certain nombre de nos concitoyens qui sont en grosse difficulté, qui s'appelle la précarité énergétique. Et il n'y a pas que des gens qui ont choisi d'être en précarité. Il y a beaucoup de gens qui subissent. Et après tout, quand on regarde un peu autour de nous, il y a aussi des gens. Moi, j'habite en quartier politique de la ville, dans une ville qui s'appelle Givors. Et à la différence de certains de mes concurrents politiques qui se disent plus protecteurs de nos concitoyens, moi, j'y habite en quartier politique de la ville. J'ai aussi une grosse partie rurale, merveilleuse à travers ses vins, mais aussi avec ces arboriculteurs qui sont en grosse difficulté, etc. Et je m'occupe aussi beaucoup de mes agriculteurs. Je peux me permettre, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai eu la chance d'être réélu l'année dernière. Voilà. Les copains de Jordan ne peuvent pas gagner encore partout. Il y a aussi des gens qui travaillent. Je referme la parenthèse. Donc, le chèque énergie, je m'y suis intéressé parce que j'ai analysé ce que proposait le gouvernement. Et je ne suis pas d'accord avec le gouvernement et sa copie initiale sur le chèque énergie. Je l'ai dit, et j'ai d'ailleurs fait voter des amendements en commission des affaires économiques. Seuls les deux extrêmes n'ont pas voté mes propositions à la fin, sur l'ensemble des propositions que j'ai pu faire. Bon, par définition, vous connaissez mon étiquette politique. Donc, pour des gens de l'extrême droite ou des gens de la France insoumise, je suis un méchant, un mauvais. Donc, il ne faut surtout pas dire qu'à un moment donné, je peux avoir raison sur quoi que ce soit. Bien entendu, par définition. Donc, par définition, ils se sont opposés. Bon, voilà. Il avait déjà fait le coup sur l'agriculture l'année dernière. Mais n'empêche que tous les autres groupes avaient soutenu mes propositions. Comme quoi, des communistes au LR, on avait réussi à faire des choses ensemble. C'est à peu près la même chose qui s'est passé sur l'énergie d'ailleurs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé de revaloriser. Pourquoi ? Parce que sur le chèque énergie, au passage, vous le savez, il y a des modalités d'attribution qui ont été modifiées. Il n'arrive là que cette semaine d'ailleurs, en novembre cette année. Alors, d'habitude, il arrive au mois d'avril. Et donc, moi, je souhaite vraiment que pour la campagne de 2026, il revienne au mois d'avril. Parce que ça peut faire sourire, mais les 48 à 272 euros par personne que représente le chèque énergie, ça peut être particulièrement important dans certaines familles. Et donc, il ne faut pas négliger ce genre de sujet. Et donc, j'ai voulu aussi le revaloriser parce qu'en autorisation d'engagement, le gouvernement a mis 25% de moins que ce que, théoriquement, on devrait délivrer en 2026. Et donc, moi, j'ai voulu compenser de la moitié, ce qui a d'ailleurs été voté par mes collègues, en tout cas, la majorité d'entre eux, vous l'avez compris, en commission des affaires économiques. Je le dis, avant qu'on rentre dans d'autres considérations, parce que qu'on veuille tous aller vers la sobriété énergétique, oui, mais il faut aussi penser à ceux qui sont en précarité énergétique, et ça moi, ça me touche, et ce sont des éléments de protection qui sont extrêmement importants. Et sur ce chèque énergie, je souhaite aussi, et j'espère aller au bout, et j'irai en commission des finances le défendre mercredi prochain, je défends aussi l'idée de le revaloriser de 2%. C'est pas énorme, hein, un peu plus que l'inflation, c'est assumé. En fait, le 2%, c'est en gros, j'intègre ce qui s'est passé depuis 2 ans. Parce qu'avant, il y a eu des boucliers, etc., etc. Voilà. Et donc, parce que je veux aussi qu'on envoie un signal à nos concitoyens les plus en difficulté sur ce sujet-là. Oui, on a des difficultés budgétaires, mais ce n'est pas une raison pour abandonner celles et ceux qui sont les plus en difficulté, en tout cas selon moi. Deuxième élément que j'ai voulu regarder de près dans ce budget, c'est la question aussi, puisque ça faisait partie des lignes de crédit, aller vers des mobilités plus propres. J'ai été l'un des rapporteurs de la loi des mobilités, donc le rapporteur de la partie développer des mobilités plus propres et plus actives. Et je dis bien toujours plus propres, puisque par définition, je crois que je me suis déjà exprimé ici plusieurs fois, vous le savez, c'est mon dada de rappeler que la mobilité propre, ça n'existe pas. Voilà. Il y a des mobilités plus propres. Donc je regarde à l'échappement, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie ce matin, mais je peux le faire avec plaisir si vous avez du temps, si ça vous intéresse. Mais par contre, on va vers le plus propre, bien entendu.
Et donc, là aussi, j'ai souhaité regarder de près. Or, il s'avère, c'est vrai que le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est d'aller vers de l'extra-budgétaire à travers les C2E. On le retrouve d'ailleurs sur la rénovation, etc. Donc moi, je dis banco, pourquoi pas. Mais alors, ça veut dire qu'il faut que le Parlement soit beaucoup mieux informé et contrôle beaucoup plus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait adopter, là aussi, une mesure, c'est qu'il y a impérativement, avant le 1er septembre 2026, la remise donc, de la part du gouvernement au Parlement d'un rapport. Pourquoi le 1er septembre, avant l'étude du PLF suivant, la remise de qu'est-ce qu'on a fait avec les C2E, où, j'allais presque dire où, quand et comment. Et en parallèle, je demande aussi qu'il y ait un renforcement des effectifs pour faire le contrôle des C2E. Moi, je souhaite qu'il y ait plus de contrôle. D'une manière générale, je trouve qu'on est dans un pays d'ailleurs qui légifère trop et qui ne contrôle pas assez. C'est un parlementaire qui a un peu d'expérience qui vous le dit. J'aimerais vraiment bien qu'on fasse bouger les choses, mais c'est quand même difficile de faire bouger les habitudes dans ce pays. Mais n'empêche que sur les C2E, c'est important. Ensuite, j'ai choisi une thématique dans ces crédits. Après, je pourrais rentrer dans les détails si ça vous intéresse, bien entendu, à travers vos questions. Parce que je ne vais pas être trop long, hein, c'est pour introductif, mais quand on est rapporteur, je vous explique juste le principe donc, de certains sujets. Je l'ai fait l'année dernière sur l'agriculture et cette année sur l'énergie. L'année dernière, j'avais choisi pour un sujet d'approfondissement qui dépend du rapporteur. Le rapporteur fait ce qu'il veut à ce niveau-là. J'avais choisi l'année dernière, je le dis quand même parce que c'est important pour nos agriculteurs, encore une fois, ils sont fondamentaux dans ce pays pour moi, puisque c'est grâce à eux que vous mangez. J'avais choisi d'aller analyser la problématique sanitaire animale, puisqu'il y a beaucoup de maladies, etc. etc. J'avais fait des propositions, et d'ailleurs, petite victoire, parce que tu entends, on en a quelques-unes, c'est que malgré les chutes de gouvernement, Barnier, à l'époque, jusqu'à Bayrou, etc., il y a certaines des mesures que j'avais proposées, eh bien, qui ont été au bout, et qui ont été à chaque fois, à la fois soutenues par mes collègues et reprises par les gouvernements respectifs. Donc, c'est une petite victoire collective. Moi, je les ai portées au début, mais après, c'est évidemment avec les collègues. Et donc là, cette année, j'ai décidé pour l'énergie d'aller analyser les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables. Pourquoi j'ai fait ça? Le rapport, quand il sera disponible bientôt en détail, vous pourrez le lire si ça vous intéresse. J'ai fait ça parce que, pour deux raisons. L'année dernière, celui qui avait travaillé sur l'énergie avait regardé les coûts du nucléaire. Et que moi, vous savez que je suis et pour le nucléaire et pour les énergies renouvelables, puisque l'idée, c'est mon en même temps à moi. Et donc, l'idée, c'est d'associer les deux pour aller sortir des énergies fossiles, parce que le combat nucléaire renouvelable, pour moi, n'a aucun sens, aucun intérêt, c'est dépassé. Malheureusement, ça dure. Et à l'Assemblée nationale, ça dure depuis longtemps. Et donc, je voulais aller regarder ces dispositifs. Pourquoi je le fais aussi? Parce qu'on est dans l'année la pire depuis ces 20 dernières années par rapport aux énergies renouvelables. À coup de moratoire, à coup de tribune, à coup de déclarations intempestives de membres de gouvernement contre les énergies renouvelables, parce que c'est arrivé, chef de parti, membre de gouvernement, on a même donc un ministre de l'Intérieur qui, au mois de juillet, a signé une tribune contre les énergies renouvelables. Quand on est ministre de l'Intérieur, j'assume de dire qu'on a autre chose à faire que d'aller se mêler de la politique énergétique. Donc, il me semble, normalement, voilà. Et j'assume mes propos, je peux le dire en face parce que je l'ai déjà fait. Ça ne me dérange absolument pas. À un moment donné, il faut dire les choses. Et donc, dans ce contexte-là, extrêmement négatif, je me suis dit, c'est l'occasion de remettre, non pas à l'église au milieu du village, mais un peu de raison, un peu de science, un peu de raison au milieu donc, de la place publique. Et donc, j'ai essayé d'analyser. Et à travers cette analyse, j'ai rappelé comment ça fonctionnait, etc. etc. J'en ai d'ailleurs déduit qu'il y avait un certain nombre de sujets qu'il fallait revoir. On pourrait y revenir sur l'histoire de l'offre et de la demande pour la consommation électrique. J'ai fait des recommandations que j'ai remis au gouvernement et que j'ai remis au Premier ministre, en disant que, par exemple, pour moi, je verrai d'ailleurs cet après-midi le ministre de l'énergie sur ces sujets, Roland Lescure, il faut une véritable stratégie, un plan d'électrification des usages massif et ambitieux, mais il faut vraiment y aller maintenant pour répondre à cette question de l'offre et de la demande. J'ai aussi analysé des sujets peut-être un peu moins d'importance majeure au départ, mais je pense par exemple que quand on veut favoriser l'autoconsommation collective et individuelle, il faut faire évoluer les dispositifs de la loi APER qu'on a fait en 2023, à savoir qu'il y a des problèmes de proximité, etc., entre sources de production et d'autoconsommation. Il y a des règles qu'il faut sûrement faire évoluer. Il y a aussi des choses qu'il faut tester sur le solaire, etc., se dire qu'associer développement du photovoltaïque avec l'associer plus facilement et plus fréquemment,
au-delà le plus facile, ça il faut le rendre plus facile. Au stockage, ça me paraît important, etc. Et enfin, la dernière recommandation majeure de mon analyse, c'est qu'il faut publier la fameuse PPE3. Il faut le faire. Je n'arrête pas de le dire depuis des mois et des semaines. Je l'ai dit, ou presque bientôt des années, aux différents premiers ministres. Je l'ai redit aux nouveaux. Alors, il est plus nouveau, puisqu'il y a plus d'un mois qu'il est là et qu'on a un semblant de stabilité. J'y mets un semblant. Hein. J'en vois qui sourit dans la salle en se disant à qui le tour. Mais n'empêche que je le dis et je le redis. Ça a même fait l'objet d'un échange téléphonique un peu tonique avec son prédécesseur, donc le Premier ministre François Bayrou, en plein mois d'août, où j'ai eu un échange avec lui un peu tonique au téléphone sur le sujet. Nous avons un désaccord. J'ai acté que nous avions un désaccord. À peu près aucun de mes arguments n'était valable à ses yeux. Mais je pense qu'il faut publier cette PPE. Je pourrais expliquer pourquoi. Je pense que c'est vraiment prioritaire. Je le redirai cet après-midi au ministre de l'énergie que je vois sur tous ces sujets. Voilà en gros la première, ce que je pouvais évoquer. Et tout ceci se fait dans un contexte budgétaire qui n'est pas simple, j'en conviens. Hein, vous avez peut-être vu que tous les jours sont assez, chargés. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. Ça a dû reprendre un petit peu à 9h là et jusqu'à minuit ce soir sur le PLFSS. Hier, ça a été particulièrement chaud. Hier soir, c'était assez animé. Nous étions pourtant que mercredi soir. Alors que le vrai combat de la semaine, je me permets de rappeler que c'est samedi à 21h, c'est-à-dire c'est France-Afrique du Sud. C'est là, le vrai combat, ça sera samedi 21h. Là, celui-là, il vaut cher. Monsieur le député, merci. Je sais que dans la salle, il y a plein de questions. Je ne suis pas sûr que vous ayez complètement éclairé le débat. Comment on fait pour dépenser plus avec voilà, des ressources de moins en moins? Mais enfin bon, on y reviendra progressivement. Gilles, peut-être une première question? Alors, moi, j'en avais noté une déjà en interne qui me semblait essentielle. Théoriquement, le UETS, soit le système européen d'échange des quotas d'émissions, doit être élargi aux bâtiments et à la route au 1er janvier 2027. Ça va arriver vite. Ce qui constitue une sorte de fiscalité additionnelle. On continue sur les factures d'énergie et de carburant. Malgré l'imminence de cet élargissement, le sujet nous semble oublié, j'en ai pas entendu parler, dans les débats sur les lois des finances. Et quel est votre sentiment, monsieur le député? Le sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de convergence sur le sujet, ça n'a pas été suffisamment travaillé, il faut dire les choses comme elles sont, et qu'il va falloir le faire, puisqu'en effet, vous l'avez rappelé, c'est pour 2027, il va falloir vraiment le travailler en 2026. La difficulté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur le court terme, là, et que le court terme, c'est ce que nous réclament nos concitoyens quand on est en circonscription le week-end. Moi, je suis désolé, mais ça se résume à quoi les conversations avec mes concitoyens le week-end? Ça va vous surprendre, mais ils nous disent en gros, démerdez-vous, on veut de la stabilité, il nous faut un budget. Voilà, c'est ça qu'ils me disent. Et donc, ce niveau de détail, évidemment, pour eux, ils n'en sont pas là. Je suis désolé de parler de manière un peu directe, mais c'est la réalité. Hein. Moi, je suis un parlementaire de terrain, hein, très présent à Paris, mais aussi en circonscription. Et quand j'étais dans le beau village de Condrieu ce dimanche matin pour inaugurer un salon du livre, en marge de l'inauguration du salon du livre, et avant de boire un petit verre de Condrieu, je peux vous dire que mes concitoyens, ils m'ont beaucoup parlé de « alors, vous allez le trouver, cet accord pour le budget ?» C'est ça qui les intéresse. Et donc, on a des sujets tels que celui que vous pointez, qui viendront par la suite. Force est de reconnaître qu'on ne l'a pas encore non plus travaillé dans les commissions, qu'on ne l'a pas non plus vraiment débattu. Ceci dit, le ministre en charge de l'économie, des finances et donc de l'énergie souhaite travailler avec les parlementaires sur les différents points. Il nous commence à en réunir un certain nombre cet après-midi, dont je fais partie. On peut imaginer que ces sujets vont venir sur la table assez rapidement à travers les discussions qu'on pourra avoir avec lui. Voilà, j'imagine que ça va venir. Ça va se faire, il faudra le travailler. Mais on a un sujet majeur qui aujourd'hui n'a pas suffisamment été traité, c'est une évidence. Bien, mais de toute façon, vous serez là pour réanimer le débat. Alors, si je peux me permettre de faire une remarque par rapport à ce que vous venez de dire quand vous dites que je serai là, moi, depuis un certain temps, et c'est très sérieux, je suis en 3e saison à l'Assemblée nationale, donc 3e mandat. Je ne connais pas la durée du mandat, la durée de ces saisons. Et chaque semaine que je commence en ce moment, je me dis que c'est peut-être ma dernière semaine de député. C'est pour ça que j'en profite. Bien. Et que je suis très présent et que je viens vous voir dès que vous m'invitez.
Parce Alors, que c'est peut-être la dernière. vous avez déjà abordé certains sujets, il y a déjà des questions. J'ai vu que dans la salle, nous avions des représentants et une grosse organisation d'ailleurs des entreprises, des artisans, je veux dire, pour la rénovation et pour le bâtiment. Et le C2E est très important. Donc je suis sûr qu'ils prendront la parole dans quelques minutes. Mais là, tout de suite à ma droite, une personne. Merci, oui, donc Jean-Michel Devesa, donc conseiller industrie pour Équipe des énergies. Je voudrais rebondir sur deux éléments clés que vous avez signalés dans le propos préliminaire et un propos particulièrement intéressant. Le premier, c'est effectivement la PPE. Et on a envie de vous dire, côté Équipe des énergies, finalement, depuis le discours de Belfort, hein, absolument merveilleux avec ce triptyque entre sobriété, nucléaire, énergie renouvelable, on est toujours sur l'ancienne PPE. Donc il faut toujours fermer les centrales nucléaires en France. Voilà, 3 points de suspension. Et le deuxième sujet que vous avez abordé et sur lequel vous aviez prévu sans doute de revenir, c'est ce fameux plan d'électrification du pays d'économie. Là aussi, on constate au niveau français comme au niveau européen que la part de l'électricité, et en France, on a la chance d'avoir une électricité extrêmement décarbonée. Je rappelle qu'en 2024, elle était à 21,6 grammes de CO2 par kilowattheure, quand les Allemands étaient à 300 grammes ou plus. Donc, quid pour faire décoller la chose? En tout cas, du côté du think tank Équipe des énergies, on pense qu'il faut vraiment une vision presque gaullienne sur ce plan d'électrification, à la fois de la France, et puis également peut-être de l'Europe. Et la France et la souveraineté passent par là. Alors, moi, je partage votre ambition. Oui, un plan ambitieux, ça me paraît assez évident. Parce qu'en fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on a dans le discours ambiant, on a le raisonnement suivant, qui est un raisonnement qui n'a aucun sens de mon point de vue. Le raisonnement qui consiste à dire, avec nos centrales nucléaires et le renouvelable qu'on a déjà, ça suffit. On a plus d'électricité qu'on en consomme. Et c'est vrai qu'en 2024, on a vendu 89 TWh d'électricité. Et ce qu'oublient de dire ces gens-là, c'est que ces 89 TWh d'électricité, donc décarboné à plus de 95%, comme vous l'avez dit, non seulement ça a fait des rentrées financières pour EDF entre autres, mais aussi, et du coup après, par le voie des dividendes pour l'État, donc c'était au total 5 milliards. À mettre en balance avec le fait que chaque jour, on dépense 180 millions d'euros pour importer des énergies fossiles, à peu près 65 à 70 milliards d'euros par an. On est bien d'accord. Ces 5 milliards, c'est bien, c'est venu dans le bon sens de la balance. Rappelez-vous en 2022, quand on avait à la fois les centrales nucléaires qui avaient des difficultés, plus une année sèche avec donc des problèmes sur la partie hydraulique, etc. On était bien content qu'on puisse importer, nous, de l'électricité pour arriver à compenser notre demande. Et en plus, ces 89 TWh, certes, on les a vendus aux pays voisins, mais les pays voisins, comme nous, c'est décarboné, on a participé à décarboner les pays voisins. Et donc ça, par rapport à l'objectif que je vais vous rappeler au début, qui est cette histoire de CO2, parce que c'est ça l'objectif. La responsabilité, elle est collective. Il n'y a pas que nous, la France, ou les Allemands, les machins, c'est ensemble. On partage la responsabilité climatique, même si les chemins que l'on choisit ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, je trouve que le problème est mal posé quand on dit il y en a assez, c'est pas la peine d'en produire plus. Au contraire, je pense que, par contre, il faut que la demande soit plus importante. Et la demande, ça va passer par l'industrie, tout ce que l'on peut donc défossiliser. Alors, je sais qu'on parle de décarbonation, mais comme je le dis souvent, vous le savez peut-être, moi, mes concitoyens, quand je leur parle de décarbonation, ils sont vite perdus. Si je leur parle de sortir des énergies fossiles, là, ils comprennent. Donc, moi, je préfère parler de défossilisation. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il faut qu'on arrive à sortir progressivement ces énergies fossiles, et il faut qu'on arrive, donc, dans l'industrie, là où c'est possible, à électrifier, peut-être passer par de l'hydrogène, passer par d'autres vecteurs. En tout cas, autant que faire se peut. Et n'oublions pas la chaleur, bien entendu, je ne l'oublie pas, ça va de soi. Et il faut aussi, on a aussi des data centers qui vont être des sources de consommation intéressantes. On a évidemment l'électrification des usages en matière de mobilité, ça va de soi. Et puis il y a toute la domotique et il y a tout aussi évidemment les modes de chauffage avec les pompes à chaleur, etc. Donc, on peut augmenter l'offre, mais pour ça, pour moi, il faut la demande, pardon, mais il faut pour ça avoir un plan beaucoup plus ambitieux que ce que l'on fait aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait un plan interministériel très fort. En tout cas, c'est la recommandation que je fais et que je rappellerai, en tout cas, que je proposerai au gouvernement tout à l'heure. Mais ce plan-là,
il doit nous amener, donc du coup, à avoir une consommation qui reprend la marche avant, si je peux m'exprimer ainsi, et du coup, ça justifie pourquoi on produit. N'oublions pas non plus que si on produit sur notre sol, ça je me permets de le dire, parce que ça peut paraître évident, mais moi je préfère qu'on investisse sur notre sol pour produire à la fois à travers le renouvelable et le nucléaire, puisque moi, encore une fois, je suis vraiment pour les deux, hein, c'est très clair, j'ai été le rapporteur de la loi sur la sûreté nucléaire. Je ne l'avais pas rappelé tout à l'heure, mais je tiens à cette loi parce qu'elle m'a coûté cher en termes de mal de dos et de fait. C'est une loi que j'ai fait voter à une voix près, hein, 260 pour, 259 contre. Quand ça s'affiche, vous dites une finale de Coupe du Monde peut se gagner au penalty, la preuve. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Eh bien, la sûreté nucléaire, c'était important de revoir les choses, on l'a fait, etc., etc. Très bien. Bon, donc, et nucléaire et renouvelable. Ce qui est certain, c'est que je crois que sur les deux, on peut développer. Et tout ça, ça se développe chez nous. Et si ça se développe chez nous, ben c'est de l'emploi chez nous. Et de l'emploi chez nous, c'est de la création de richesse. Et ça vient soutenir un modèle social dont on discute beaucoup en projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et donc, c'est très très bien et c'est majeur de parler des retraites. Il faut aussi parler de l'emploi. Il faut penser à nos jeunes. Et moi, ça m'embête que dans le débat médiatique, on donne l'impression à nos jeunes que la seule chose qui intéresse le débat public, ce soit les retraites. N'en concluez pas que je suis en train de dire que ce n'est pas un sujet important. Je dis simplement que c'est dommage que ce soit le seul. Parce qu'il faut aussi donner d'autres sources d'espoir que rien que de se poser la question de à quel moment je serai à la retraite. C'est peut-être pas que ça la vie. Donc voilà, la vie économique du pays, c'est beaucoup plus global. Et je crois que à travers cette question de l'électrification, etc., on peut retomber là-dessus. Donc il faut qu'on soit en effet beaucoup plus ambitieux. Et c'est la raison pour laquelle il faut sortir cette PPE. Il faut travailler en parallèle sur ce plan, parce que vous avez raison, tant que la PPE 3 ne sort pas, c'est la PPE 2 qui s'applique. Or, la PPE 2 qui s'applique, c'est qu'en 2027, il faut choisir les 14 réacteurs qu'on va fermer. C'est quand même... voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle je regrette que nous ayons eu les débats que nous avons eus en juin dernier, mais je pourrais y revenir si ça vous intéresse, sur la manière dont, à mon avis, il faudrait reprendre ces débats. C'est la proposition que j'ai faite, peut-être vous l'avez vu dans un article du journal de la Tribune la semaine dernière, où je me suis exprimé, où j'ai donné la vision qui était la mienne pour comment on pourrait conduire les débats. Oui. Bonjour, monsieur le député. Je suis Fabrice Lesage, je suis le président de Synertiel. Donc, on est un réseau national qui valorise les C2E, mais pas que. On a plus de 2000 artisans. Et j'avais quelques questions, notamment celle de la fraude. On est lié avec des réglementations de plus en plus compliquées pour éviter la fraude. Donc nous, on est pénalisés et pourtant, on en voit tous les jours, quoi. Donc, est-ce que il y a des solutions? Est-ce qu'ils sont proposés? Où est-ce que c'en est? Une autre question concernant MaPrimeRénov'. Est-ce que l'État se rend compte que nous, artisans, on fait la banque, pardon. Et c'est très, très, très compliqué. Moi, la plupart de mes adhérents ont perdu leur trésorerie comme un glacier au soleil. Et j'ai une autre question. Et là, je vous demanderai d'être rapide. Je voudrais juste un pronostic pour samedi soir. Merci. J'aurais bien commencé par samedi soir. Allez, j'y vais. 27-23 pour nous. Voilà. Ouais, parce qu'il faut être ambitieux quand même. Hein. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il nous manque notre facteur X. Donc voilà, qui n'est pas là. Mais après, on a quand même on a quoi se battre. Bon, en face, ils sont très très solides et il n'y a pas de match amicaux avec eux. Voilà. Bon, je referme la parenthèse. Bon, pour les C2E, alors vous avez vu qu'il y a eu la publication de la 6e période là, et donc voilà. Il serait intéressant que vous nous disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça va plutôt dans le bon sens? Est-ce que nous on l'a débattu au Conseil supérieur de l'énergie? On essaye de faire en sorte que toutes les sensibilités s'expriment et qu'on retrouve ceci dans le texte final. Et sur les contrôles, moi je pense que peut-être qu'il en faut plus, mais qu'il faut qu'il soit mieux aussi. Petite remarque quand même sur la rénovation, sur les C2E, etc., etc. On a eu dans le débat énergétique, je me permets quand même de vous le dire, en commission des affaires économiques il y a 15 jours, l'extrême droite qui a proposé tout simplement de supprimer tout ce qui était MaPrimeRénov', C2E et compagnie. Donc eux, ils veulent tout supprimer. Donc c'est leur manière de proposer des économies au pays.
Et donc ça veut dire qu'on va renforcer la dépendance par rapport aux pays qui nous vendent des énergies fossiles et par rapport peut-être est-ce un cadeau fait à M. Poutine, je ne sais rien. Bon bref, mais en tout cas voilà, ils ont proposé suppression de tout ceci, comme suppression de tout ce qui touche au vélo, suppression aussi que ce qu'on a eu aussi comme aberration. Ah oui, exceptionnel ça, exceptionnel. On a eu des amendements où on supprime les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, vous savez, sauf qu'il y a des contrats qui ont été passés, des choses qui sont dues. Et donc les 7 milliards qui sont inscrits dans le budget, pour, ne serait-ce que pour honorer les contrats en cours, eh bien, ils ont eu le culot de proposer de les supprimer. Ça veut dire qu'on va dire à toutes les entreprises, leurs employés, c'est des dizaines de milliers d'emplois sur notre sol français. Voilà, aujourd'hui, l'extrême droite souhaite détruire vos emplois. Voilà, c'est une petite remarque au passage. Mais c'est sérieux, parce que c'est leurs amendements. Donc, évidemment, on les a repoussés. Mais quand même, c'est révélateur de ce qu'ils veulent faire. Donc, sur les C2E, moi, je n'ai pas le niveau de détail de ce que veut faire le gouvernement sur le sujet. En revanche, ensuite, c'est la manière de faire. Ce que j'entends de votre part, c'est que c'est trop complexe. On est bien d'accord ? Et que, par contre, je pense qu'on est plutôt d'accord sur le fait qu'il faut aussi lutter face à la fraude. Peut-être même qu'il faut renforcer. Alors, il y a la loi Thomas Cazenave, de mon collègue Thomas Cazenave, qui va peut-être nous aider aussi. Mais il y a aussi renforcer les moyens humains au niveau du gouvernement, du ministère, donc ça c'est ce que j'ai proposé, de renforcer les moyens humains pour pouvoir conduire ces contrôles. Donc moi je serais intéressé, je suis très sérieux quand je vous dis ça, que l'on puisse se revoir pour que vous m'expliquiez ce que vous attendez de ce sujet. Ça nous permettra aussi comme ça de revenir sur le résultat du match, mais oui, parce que l'un n'empêche pas l'autre, donc voilà, bien ça va de soi. Mais j'aimerais bien que vous puissiez avoir une réunion spécifique sur ces sujets, qu'on comprenne bien quelles sont vos attentes, et de faire le lien avec les services du ministère sur le sujet, parce que je crois que notre rôle de parlementaire, au sens collectif que nous sommes, donc il y a 900 parlementaires dans ce pays, c'est justement d'écouter les points d'alerte que vous pointez et d'essayer de voir qu'est-ce que nous on peut proposer pour que ce soit pris en compte. Parce qu'on ne peut pas toujours tout reprocher non plus aux services de l'État, etc., qui parfois sont aussi débordés. Voilà. Et nous, on a un rôle intermédiaire à jouer, d'analyse et de propositions que l'on peut faire à vos côtés. Et peut-être qu'on peut trouver une manière de faire qui soit meilleure que ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que, il me semble, mais je peux me tromper, que dans le principe, la démarche des C2E est intéressante, mais encore faut-il que tout le monde y trouve son compte. Mais par contre, voilà, les politiques brutales qui consistent à dire on supprime, on arrête, etc., bon, c'est du populisme et on sait très bien pourquoi c'est fait. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ces excès, sinon on n'a plus de politique sur la transition. Encore une fois, l'objectif, c'est bien cette histoire du CO2. Gilles, sur le CEE, tu interviens ? Non, mais je pense qu'effectivement, votre proposition correspond à l'attente de pas mal d'entre nous. Et donc, on va essayer de mettre en place rapidement. Parce que on parle de la DPE, mais on l'attend juridiquement depuis juin 24, me semble-t-il. Pour la PPE. Alors, c'est même, normalement, si on appliquait strictement les choses, c'est juillet 2023. Donc, bon, je sais, vous allez me dire, on n'est pas un an près. Mais concrètement, pourquoi ça n'avance pas sur ce sujet ? Alors, la publication de la PPE, la PPE, elle a été concertée, elle a été amendée, elle a été discutée, elle a été élaborée. Différents acteurs dans la salle y ont contribué. Ici, il y a eu des groupes de travail, etc. Rappelez-vous, voilà. Les parlementaires pouvaient aussi y contribuer. D'ailleurs, on a des gens qui la critiquent aujourd'hui, mais qui n'ont même pas cherché à y contribuer à l'époque. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qui bloque ? Écoutez, je crois qu'il faut le demander à des anciens premiers ministres, mais on aurait dû la publier au moins au printemps dernier, on aurait pu l'étudier. Alors, ce qui bloque, c'est qu'on dit qu'il faut s'appuyer sur une loi. C'est la fameuse loi programmatique, on n'arrive pas à discuter de manière sereine. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a toujours ce combat, je dis bien un combat, donc sur le nucléaire d'un côté, le renouvelable de l'autre. Bon, moi je l'ai exprimé encore quand on a fait le débat. Alors, fin avril, vous savez, le 28 avril, le Premier ministre François Bayrou a voulu un débat, donc on a fait le débat. Donc une après-midi à s'écouter les uns les autres, chacun répète sa position. Moi j'ai répété la mienne, donc celle de mon groupe, donc qui est présidé par Gabriel Attal. Gabriel Attal l'a rappelé récemment dans un meeting à Arras, etc. Notre position elle est claire.
Nous, c'est et renouvelable et nucléaire. On a de l'ambition là-dessus. On pense qu'il faut publier la PPE, mais surtout, derrière, il faut l'accompagner de dispositifs pour la mettre en œuvre, etc. Et aujourd'hui, on a d'un côté de l'échiquier donc politique des gens qui sont anti-nucléaires, et de l'autre côté, on a les anti-renouvelables. Et alors, parmi les anti-renouvelables, c'est surtout le photovoltaïque et les éoliennes. Alors là, ils ne veulent plus en voir. Bon, d'accord, très bien. Qu'il y ait des endroits où il y en ait peut-être un peu trop, pourquoi pas? Il faut l'accepter. Mais en fait, on ne peut pas non plus décider de manière unilatérale que les énergies renouvelables, du jour au lendemain, c'est devenu mauvais, ça fait que des choses négatives, etc. D'ailleurs, on nous objecte souvent la question de l'intermittence des énergies renouvelables. Alors c'est quand même assez pitoyable comme argument. Quand on sait que les énergies renouvelables, il y a ce qu'on appelle de la variabilité. Moi, j'appelle pas ça une intermittence. Et qu'on est capable de faire de la prévisibilité. Vous savez, moi, je suis un fils de paysan, et on a ce qu'on appelle la météo agricole, qui vous donne heure par heure ce qui va se passer. Et c'est très bien fait, la météo agricole. Eh bien, quand on est capable de faire heure par heure ce qui peut se passer au niveau du vent, de l'ensoleillement, etc., ben, tout ça, RTE est capable de l'intégrer. Ils le font, il suffit d'aller visiter le COS, voilà, le centre opérationnel, et vous apercevez qu'on sait intégrer, donc, en termes de prévisibilité, ce que l'on peut faire avec les énergies renouvelables. Donc, c'est un faux argument, l'histoire de l'intermittence. C'est un faux argument. On est capable, en termes de prévisibilité, surtout avec les moyens technologiques dont on dispose, l'arrivée de l'IA, etc., etc. Donc, pourquoi elle n'est pas publiée? Ben parce qu'il y a ce débat politique qui fait qu'on n'arrive pas à faire une loi programmatique. En juin dernier, rappelez-vous, on travaillait à l'Assemblée nationale. Ça ne se passait pas si mal que ça. Le jeudi matin, ce que je vous raconte est vrai, vous pouvez aller vérifier dans toutes les vidéos. Le jeudi matin, on arrive sur ma proposition, le bloc central soutient un amendement socialiste, comme on l'a fait hier soir sur d'autres sujets, sur l'électricité renouvelable, donc ce qui venait rééquilibrer le texte entre le renouvelable et le nucléaire. Il y a même une collègue du Parti républicain qui m'ayant entendu intervenir sur le sujet, dit le vote, etc., etc. Mais 6 heures après, l'Assemblée nationale adopte un moratoire contre le développement des énergies renouvelables, et on retrouve certains collègues qui avaient le matin soutenu l'amendement socialiste, qui ont voté le moratoire l'après-midi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi, les bras m'en sont tombés. Peut-être certains l'ont vu, je me suis un peu agacé dans l'hémicycle. Je me suis même un peu énervé, on va dire, en prenant... Vous connaissez mon style. Donc j'ai pris l'amendement et j'ai lu l'amendement pour que chacun se rende compte de ce qu'il venait de voter. Mais donc voilà, on a voté en 2025 dans ce pays un moratoire sur tout le développement du renouvelable, qui faisait qu'en l'appliquant, même le petit projet qui allait soutenir un bâtiment agricole pour qu'un paysan puisse donc abriter ses vaches qui font du lait, pour que les bobos parisiens et lyonnais mangent le fromage au centre-ville, eh bien, même ça, c'était terminé. Donc, partant de là, il y a eu, donc évidemment, ça nous a obligés à voter contre le texte, parce que moi, je n'allais pas soutenir un texte dans lequel il y a un moratoire contre les énergies renouvelables. Le texte est parti au Sénat. Le Sénat a essayé de reprendre un peu ce qu'on avait fait sur le plan programmatique, à la fois sur le nucléaire et sur le renouvelable, et je pense qu'on devrait poursuivre. Alors moi, ce que je propose, c'est la chose suivante. Je vois deux manières de faire pour s'en sortir. Peut-être qu'aucune des deux n'est bonne. En tout cas, je la mets sur la table. Soit on publie la PPE comme ça, et on se dit, le débat législatif plus lointain, beaucoup plus lointain, ben ça sera la présidentielle 2027 qui va le trancher. Et si moi je souhaite qu'on publie la PPE dès maintenant, c'est parce qu'au passage sur l'éolien en mer, la O10 là, dont on sait qu'il faut en gros 18 mois pour l'attribution. Si on est en novembre et qu'on fait 18 mois, ça nous ramène où ça? En mai 2027. Il n'y a pas de présidentielle en mai 2027. Moi je préférerais. Voilà, oui. Au plus tard. Oui. Je préférerais que l'attribution ait lieu avant la présidentielle. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et d'une part, c'est le premier point. On ne va pas revenir sur les accords de Paris comme M. Trump, hein, je pense pas. Hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et donc, du coup, il y a ça, mais il y a aussi... Alors ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité que je propose moi, c'est de dire on la publie aussi maintenant, mais et sans attendre le débat présidentiel. Pourquoi pas en début 2026, si on a passé les quelques semaines qui arrivent là et qu'on a trouvé un semblant de stabilité, etc. Revenons à l'esprit de 2023, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un texte programmatique législatif dans lequel on a travaillé, parce qu'on a travaillé sur une PPL, la PPL de M. Gruyer, j'aime beaucoup Daniel Grumillet, j'ai pas de souci avec ça, sauf qu'une PPL, il n'y a pas d'étude d'impact. Donc moi je propose 2 projets de loi venant du gouvernement, un sur le nucléaire, un sur le programmatique nucléaire, l'autre sur le renouvelable, on ira chercher 2 majorités différentes, avec une étude d'impact, puisque c'est un projet de loi, on fait ça début 2026, ça donne l'assise
à la PPE qui viendra d'être publiée, mais qu'on aurait publié maintenant. Et si vraiment il y a un écart, comme la loi est supérieure au décret, eh bien le décret pourra être modifié en conséquence. À mon avis, il n'y aura pas tant d'écart que ça à la sortie, parce que courant 2026, ensuite tout le monde va se focaliser sur le match de 2027. Et je pense que tout le monde, et notamment tous les acteurs, diront écoutez, vous êtes bien gentils, mais nous, il faut qu'on avance aussi, qu'on ait de la visibilité. Donc, moi, c'est ce que j'ai exprimé dans la presse la semaine dernière. Je pense qu'il faut aller vers ce type de solution. C'est ma proposition à moi, Jean-Luc Fugit, hein, je la mets sur la table, et puis on verra avec le gouvernement actuel comment il veut faire, mais je pense qu'il faut rapidement la publier. Personnellement, je pense que ce n'est pas un motif de censure aujourd'hui. Aucun député socialiste n'ira censurer un gouvernement s'il publie la PPE 3. Bon, faut le reconnaître. Hein. Or, désolé de faire un peu de politique, mais qu'est-ce que c'est qu'une censure d'un gouvernement? Il faut au moins 249 députés qui censurent un gouvernement. Et pour qu'ils censurent, aujourd'hui, vous le savez, il faut qu'il y ait au moins 50 députés socialistes qui votent la censure. Ils ne censureront pas sur la PPE 3, d'autant qu'en plus, elle reprend des éléments programmatiques qui leur conviennent, puisque les socialistes, comme nous, sont favorables et au nucléaire et au renouvelable. Et donc, c'est déjà le début d'une convergence et d'un compromis. Monsieur donc, PPE en 26. Moi, j'aimerais bien avant Noël, hein, c'est-à-dire là en novembre. Pourquoi pas? Je vois madame qui se dit c'est signé, cause toujours. Signé. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'elle soit publiée avant Noël. Et donc, c'est le vœu que je formule avant Noël 2025, bien sûr. Voilà. J'aimerais bien qu'on ait la PPE avant Noël et puis le débat législatif en 2026 ou alors plus tard à travers le débat présidentiel. En gros, c'est le résumé de ma proposition. Monsieur le député, merci pour votre réponse et tous ces détails à ces réponses. Je voudrais juste intervenir sur le mot que vous avez utilisé en disant l'intermittence, c'est un faux sujet, c'est un faux problème. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous dites tout est réalisable rapidement, facilement par RTE et autres. On peut s'en accommoder, on va dire. Sauf que pour le nucléaire, c'est pas si évident. Vous ne pouvez pas arrêter les réacteurs, les redémarrer aussi facilement en quelques secondes en tournant un bouton. Oui, je suis entièrement d'accord. Donc c'est plus complexe que ça. Mais bon, cela dit, pour revenir au C2E, alors là, je vais vous féliciter puisque vous êtes un des députés, un des parlementaires qui a soutenu depuis longtemps le déploiement du véhicule électrique. Oui, ça c'est sûr. Oui. Voilà. En revanche, on s'aperçoit que pour l'acquisition d'un véhicule électrique par les citoyens ou même par les entreprises pour les flottes, il faut de l'accompagnement et donc il faut encore des aides. Moi, je pose une question. C'est combien de temps faut-il encore qu'il faille cet accommodement, cet accompagnement et à quel niveau? Et la deuxième partie de ma question sera, il y a certainement des acquisitions d'énergie décarbonée qui peuvent être prises en compte, soit dans l'industrie, soit dans le tertiaire et autres. Et là aussi, il faut des aides pour enclencher le mouvement et que ça ne chute pas dans l'économie, effectivement, de nos entreprises. Alors, sur le sujet du véhicule électrique, je trouve que c'est un sujet qui est parfois complexe et qui n'est pas toujours très bien compris par certains de nos concitoyens, tout simplement parce que on oppose au développement du véhicule électrique la question de l'autonomie, etc., etc. Et ça a été vrai pendant longtemps. Moi, je suis un expérimentateur puisque je n'ai aucun véhicule électrique depuis longtemps, y compris en milieu rural. Et d'ailleurs, je constate que dans la plupart des villages de ma circonscription, il y a 38 communes, il y a des bornes et pendant une réunion, on peut se charger, etc. Enfin bon, bref, ça se développe quand même pas mal. Et je trouve que les infrastructures de recharge, elles se sont plutôt bien développées ces dernières années. Maintenant, sur la question de l'aide, de l'acquisition, on sait que la prime à la conversion s'est arrêtée fin 2024. On a le bonus écologique qui bascule avec le C2E. On a aussi sur le leasing social, là aussi un certain nombre de difficultés. Enfin, on passe à la question du C2E aussi, mais je remarque quand même que le leasing social, par exemple, ça a quand même rencontré du succès puisqu'on voit que le nombre de demandes est très important. On voit bien aussi que si on développe le véhicule électrique, on massifie, donc le coût de production baisse et donc du coup on arrive à avoir des prix plus intéressants. Ce que je trouve que là où il me semble qu'il manque quelque chose, c'est sur la volonté de passer à des aides qui pourraient permettre d'aller vers l'utilisation aussi des véhicules d'occasion beaucoup plus massive.
Je m'explique. On le sait, les entreprises qui ont la capacité donc, à capter pas mal de véhicules neufs. Et donc ces véhicules neufs, et après ils arrivent sur le marché de l'occasion. Peut-être qu'il faut qu'on ait de plus. En tout cas, moi c'est ma volonté. Hein. Et je ne sais pas en gros comment le faire, mais je ne suis pas ministre chargé du sujet non plus. Hein. Mais je trouve qu'il faudrait aider plus nos concitoyens à aller vers des véhicules qu'ils ont à énergie fossile, qui sont assez anciennes, donc assez polluants, et leur permettre d'aller vers des véhicules, ne serait-ce que des véhicules d'occasion. Et ça peut se faire. Il y a des choses qui existent, certes, il y a des aides, etc., mais à mon avis, ce n'est pas suffisamment développé. Je pense que là-dessus, il y a à réfléchir. Il y a un autre sujet aussi, je trouve, qui peut paraître un peu anecdotique, mais j'ai oublié de le dire tout à l'heure. J'ai d'ailleurs fait voter un amendement en commission des affaires économiques là-dessus. C'est sur l'histoire du rétrofit, au passage. Le rétrofit, moi, j'ai demandé est-ce qu'on double les crédits d'aide de l'État. Donc, j'ai fait voter l'amendement. Alors, j'espère qu'il aura une durée de vie. Je vais voir la semaine prochaine en commission des finances. Et puis, comptez sur moi pour conduire le débat. Mais après, le combat, comme on dit. Mais après, des fois, il y a des trucs que je réussis, des trucs que je ne réussis pas, comme tout le monde, bien entendu. Et je pense que le rétrofit, au passage, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et ça a été dur à mettre en place d'un point de vue réglementaire. Je me souviens quand on a travaillé dessus en 2019 avec la ministre des Transports de l'époque, Elisabeth Borne, et maintenant on a réussi à avancer. Et là, ça me paraît important. Ensuite, sur tout ce qui est véhicules électriques, il faut qu'on arrive à aller beaucoup plus loin. Moi, je m'étonne parfois que l'on mette des freins aussi, un certain nombre, voilà, on a les problématiques de malus, masse, des choses comme ça, etc., sur lesquelles on a des véritables sujets. Sur le véhicule électrique, on a aussi la problématique. Pour moi, il y a un sujet, par exemple, de la vie de tous les jours qui me gêne, ce véhicule électrique, au passage. Je dis bien un sujet de la vie de tous les jours. Vous vous déplacez dans le pays, il y a un truc que vous voyez affiché partout, c'est le prix des énergies fossiles, c'est-à-dire le prix de l'essence, etc. C'est le seul prix qui est affiché partout. Hein. Il n'y a aucune boulangerie qui met en gros ses prix pour la baguette de pain, ce qui permet, d'ailleurs ce serait bien, ça permettrait à certains politiques de le connaître. Mais il n'y a personne qui affiche son prix, les coiffeurs n'affichent pas en gros le prix de la coupe, etc. Donc le seul truc qui est affiché partout, c'est le prix des énergies fossiles. Vous allez dans un pays voisin, comme c'est à peu près, ils font pareil, ils affichent aussi, finalement, nous on s'amuse à comparer, on dit, oh, tiens, dans tel pays c'est mieux, là c'est moins bien, etc., etc. C'est le seul truc qui est comme ça. Hein. Le reste, vous ne connaissez pas le prix de la baguette dans les pays voisins quand vous arrivez, il faut s'y rendre. Et donc, là où je pense qu'on pourrait s'en inspirer, c'est que sur les infrastructures, pour aider nos concitoyens, parce que certains me le font remarquer, ils ont raison, vous avez des prix de recharge électrique qui vont du simple au double. Vous arrivez parfois, ça ne fonctionne pas, alors ça s'est amélioré. Les modes de paiement, c'est pas toujours facile avec la même carte partout. Parfois, il faut télécharger un truc, ça ne marche pas. Vous arrivez, on vous a dit que la borne était disponible, en réalité, elle n'est pas disponible parce que quelqu'un s'est garé à la place. Ça aussi, c'est un véhicule à énergie fossile qui se gare sur la place réservée aux véhicules électriques. Vous avez donc des bornes qui ne fonctionnent pas, l'application ne le signale pas. Certes, ça s'améliore, mais en fait, il y a une biodiversité dans ce truc-là qu'il faudra un petit peu réduire pour une fois. Et ben oui, et des fois, oui, voilà. Et donc vous voyez, il faut qu'on améliore des choses très concrètes qui font qu'on peut embarquer nos concitoyens. Donc, sur les véhicules électriques, moi j'y crois vraiment, mais je pense que dans le plan d'électrification des usages, donc je parlais tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on ait une nouvelle ambition à ce niveau-là pour qu'on puisse se développer beaucoup plus, massifier par aussi évidemment la baisse des coûts, parce que c'est quand même le meilleur moyen d'amener nos concitoyens à pouvoir acquérir. Bien sûr, les flottes d'entreprise, j'ai conscience que c'est majeur. Je m'appelle Latina Argériou, je suis présidente déléguée de la SIAM, je représente à peu près 50%, 55% de l'offre automobile en France. Je pense que pour résoudre l'équation, à quel moment l'automobile ne devrait pas subventionner, c'est en amont séparer la question de réindustrialisation de la question d'usage. Aujourd'hui, on n'aide pas l'usage. On finance, on subventionne certains constructeurs. Et là, du coup, on ne peut pas on intervient trop dans les marchés pour que les marchés puissent trouver un équilibre, démocratiser l'usage, accompagner les consommateurs, baisser les prix et couper en fait ces cordons, ces vibrants. Alors, c'est un vrai problème aujourd'hui. Alors, ce n'est pas l'usage qu'on finance, c'est une certaine industrie. Maintenant, je voudrais revenir compléter votre réflexion et votre action par rapport au CDE, parce que nous avons vu les CDE arriver avec beaucoup de soulagement.
car ça pourrait nous offrir la visibilité et la stabilité qu'on recherche. Ne pas attendre les PLF le 31 décembre ou pire l'année dernière, mi-février, de savoir comment on va organiser nos ventes. Alors, on est pour les CDE. Maintenant, avec la pratique, on constate des problématiques qu'il faut qu'on corrige. La première, c'est qu'il y a 2 personnes à Bercy, à la Direction générale des entreprises, qui gèrent tous les CDE, tous les programmes des CDE. Les bâtiments, les véhicules et tout ce qui va venir. Alors ça, c'est impossible. C'est impossible humainement. On ne peut pas exiger plus de ces 2 personnes. Il n'y a aujourd'hui pas un système de gouvernance, c'est-à-dire que chaque obligé, chaque énergéticien, il va avoir les regards à ses propres données, l'évolution, la consommation. Il n'y a pas un système de gouvernance dans lequel on va mettre tout ça dans un pôle commun et on va les regarder, les examiner pour savoir où on va, comment on va faire évoluer ces programmes. Notre troisième point, notre gaieté s'est arrêtée très vite par rapport à cette stabilité qu'on espérait, quand dans des différents cabinets ministériels, ils nous ont dit, mais attendez, on ne peut pas s'engager sur 5 ans, parce que les programmes c'est 3 ou 5 ans, parce qu'on ne sait pas comment ça va réagir les bâtiments. Ça c'est quelque chose qui est incompréhensible, puisque c'est plus les budgets d'État et les fonds existent. Les obligés, ils peuvent aujourd'hui s'engager sur des montants. Et un dernier sujet, c'est que jusqu'aujourd'hui, on impliquait une fiscalité punitive sur les différentes énergies, thermiques, hybrides rechargeables, maintenant, à moins qu'on l'évite éventuellement sur l'électrique, et les malus finançaient les bonus. Maintenant, ces fonds, ils vont aller où? On n'a aucun fléchage, aucune visibilité sur cette taxation, sur l'utilisation de cette taxation. Alors, super pour les C2E, mais on peut encore... Vous avez besoin de la visibilité et du contrôle. Nous, de notre côté, on peut aider de mettre ça en place et d'apporter un peu plus de cohérence. Bon, en tout cas, ce que vous évoquez, c'est aussi le sujet donc, du soutien donc, aux véhicules électriques, notamment qui sont construits en Europe et avec des batteries européennes. Il y a eu aussi donc, un bonus là-dessus, comme vous le savez. Je crois qu'il y a aussi l'autre sujet qui est la problématique autour de la masse, hein, donc du malus masse. On sait que là, on peut se poser la question. Je pense que, d'une manière générale, moi, il me semble que si on considère, ce qui est mon cas, que le véhicule électrique est un véhicule intéressant, parce que plus propre que les autres, quand je fais l'analyse en cycle de vie complet, hein, bien entendu, c'est pour ça que ce n'est pas un véhicule propre. Par contre, à l'échappement, évidemment, il n'y a pas les oxydes d'azote. Donc, il n'y a pas d'oxyde d'azote, ça améliore la qualité de l'air que l'on respire, ça améliore notre santé respiratoire. Mais si je considère que le véhicule électrique, c'est le véhicule le plus propre, le plus intéressant, donc à la fois pour jouer sur la défossilisation et jouer sur donc la qualité de l'air que l'on respire. Et donc, je crois qu'il faut avoir des politiques assez offensives sur le sujet. Et je crois que moi, je ne suis pas un grand fan des mesures qui font le tri entre les constructeurs. Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, il y a aussi la liberté d'entreprendre qu'il faut toujours soutenir et il faut qu'il y ait un avantage à la production sur le sol européen ne me choque pas. Ça, au contraire. Mais en revanche, il ne faut pas que ce soit une différence précise entre différents constructeurs. Si le constructeur il est d'origine étrangère, mais qu'il produit sur le sol européen, l'essentiel, c'est qu'il nous produise des véhicules sur le sol européen qui permettra d'alimenter donc le marché européen. Je dis ça si je fais comment dirais-je, si on regarde ce qui se passe par exemple avec aujourd'hui la production de panneaux photovoltaïques. On est en train de faire 2 giga donc entreprises donc pour giga-usines pour fabriquer des panneaux sur le sol français. Il y a un projet qui me semble être un peu plus avancé que l'autre, mais on va rentrer dans le détail.
Et ça, aujourd'hui, ça nous manque. Aujourd'hui, on n'a qu'un assembleur qui n'est pas très, très important. Et donc, ça nous manque. En même temps, c'est de l'emploi, mais c'est aussi, ça va permettre de répondre à une problématique donc, sur le sol européen. Et ça permettra d'avoir l'argument, là aussi contradictoire, de certains qui nous disent, enfin pas contradictoire, mais en tout cas qui l'utilisent, de dire oui, bah, aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut des photovoltaïques, mais par contre, les panneaux viennent principalement de Chine. En même temps, les mêmes qui nous disent ça, qui viennent principalement, qui sont à l'extrême droite, ils sont quand même leurs représentants en charge de l'énergie, qui nous a expliqué récemment que pour qu'on aille plus vite sur le nucléaire français et les EPR, il fallait faire appel à des technologies coréennes. Donc des gens qui vous disent d'un côté, il faut défendre ce qui se fait en France, mais qui en même temps sur d'autres sujets vous disent, nous on voudrait importer des technologies coréennes, vous voyez bien que c'est assez incohérent. Donc moi je leur réponds, non, le nucléaire on est capable de faire avec ce qu'on est capable de faire en France. Sur le renouvelable, on est en train de faire des gigafactories. En attendant, c'est vrai que les panneaux viennent plutôt de Chine, mais ensuite, on les produira de plus en plus en Europe et c'est très bien comme ça. Et donc, je pense qu'il faut qu'on regarde les choses au niveau de la maille européenne. Cette maille européenne, elle est quand même insuffisamment travaillée encore. Et pourtant, quand on regarde la maille européenne et qu'on la positionne par rapport à la maille américaine, on est sur des niveaux de marché en termes de taille qui sont équivalents. Et c'est à nous tous de se dire que, enfin moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas moins d'Europe sur tous ces sujets, il faut mieux d'Europe, pas plus mais mieux, et je pense que c'est de notre responsabilité collective que de construire ce mieux. Bonjour, Isabelle Négrier du think tank Europanova justement. J'ai deux questions, donc décarbonisation c'est nucléaire et ENR, et donc j'ai une question sur le nucléaire et les ENR. Sur le nucléaire, vous avez rappelé que EDF avait versé 5 milliards il y a quelques mois. Ils viennent d'en verser 2 milliards cette année, c'est à peu près le chiffre. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, on est dans un moment charnière où les centrales, nos merveilleuses centrales construites par nos grands-parents après la Deuxième Guerre mondiale, on les pousse, mais tout ça a été financé. Et je ne vous cache pas une certaine inquiétude dans le futur pour que le petit cochon, la petite tirelire soit bien remplie pour reconstruire cet avantage concurrentiel qui respecte d'ailleurs notre souveraineté à la fois française et européenne. Donc c'est très important, notamment avec une géopolitique un peu inquiétante. Donc je pense que c'est vraiment le nucléaire est vertueux écologiquement, mais c'est aussi une question de sécurité de nos appros et de sécurité tout court. Et de souveraineté. Et de souveraineté. Donc c'est pour moi fondamental. Et donc, par rapport à ça, alors EDF, depuis 1980, l'État a trouvé que c'était une entreprise qui tenait la route. Et depuis 1900 à peu près 82, il y a des dividendes qui repartent sur l'État. Et c'est très bien, puisque l'État a beaucoup donné et EDF redonne, par exemple. Et EDF appartient à l'État. Et EDF appartient à l'État. Donc tout ça, c'est un système vertueux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas préparer l'avenir, j'ai envie de dire un petit peu mieux que depuis 1980, où voilà, c'était comme ça, mais on n'a pas complètement rempli les caisses, entre guillemets, pour pouvoir reconstruire ce parc qui a besoin d'être renouvelé. Donc, première question, vous parliez de fléchage, voilà, ça repart, mais est-ce qu'on met bien la petite pièce dans le cochon, voilà, pour le nucléaire, premièrement. Deuxièmement, c'est sur les ENR. Sur les ENR, moi j'ai gagné un concours qui s'appelait Réinventer Paris sur une innovation photovoltaïque. C'était renouvelable, le plus performant au monde et le plus durable au monde. C'était il y a déjà un petit moment, il y a 15 ans à peu près. Ce panneau, il a été réalisé avec l'aide, moi j'ai travaillé avec des Autrichiens, des Allemands, et puis la R&D des Renardières en France. Tout ça, c'était ensemble et c'était gagnant. Mais c'est vrai que ce n'est un panneau d'ailleurs qui n'est pas utilisé, qui n'existe pas aujourd'hui, qui est totalement génial et totalement européen. Par rapport à ça, comment effectivement on peut mieux protéger encore le Made in Europe et faire émerger un marché qui soit aussi rentable, parce que on n'est pas toujours, parce que ça peut être rentable s'il y a un effet de masse. Et par rapport à ça, moi j'ai une idée, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce qu'on ne peut pas recréer une forme d'économie mixte européenne au niveau énergétique et qu'il y ait aussi une forme de mutualisation des R&D, alors je suis une grande rêveuse, hein, des R&D avec des entreprises, des grosses, des petites et des moyennes, ça va aller de la start-up au grand groupe,
pour qu'on travaille ensemble sur ces innovations, qu'on soit meilleurs ensemble et pas que voilà, et donc de mêler l'intérêt public et privé comme un peu une économie mixte, enfin un hub européen autour de ça, et qu'il y ait des investissements à la fois publics et privés. Donc qu'on s'y mette tous. Voilà. Alors peut-être sur le nucléaire, donc ce qui est certain, c'est que ce qu'il faut sur le nucléaire, c'est arriver, faut jamais enfoncer quelques portes ouvertes, mais on doit à la fois donc continuer à financer l'entretien, la mise à niveau, la maintenance, la prolongation de nos centrales actuelles, développer donc nos EPR, donc ceux qui sont lancés, peut-être faudra-t-il en lancer d'autres. Personnellement, je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux SMR, parce que les SMR, notamment en termes de défossilisation de la chaleur, peuvent être et sont intéressants. Et donc là-dessus, il faut y aller. On a d'excellentes connaissances scientifiques, d'excellents ingénieurs. On est très bon sur le nucléaire en France. Il faut en faire un outil de fierté. Et être fier sur du nucléaire, c'est être fier d'avoir une solution qui est décarbonée et qui nous aide donc par rapport à l'objectif qu'on se rappelle en permanence, cette histoire de CO2, de qualité d'air, etc., etc. Il faut toujours l'avoir en tête. C'est ça, c'est pour ça qu'on travaille. C'est le comment, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc sortir de cette trop forte dépendance aux énergies fossiles. Encore une fois, c'est ça l'enjeu. Et donc sur le nucléaire, il ne faut pas... Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur un instant sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, cette histoire de la modulation des centrales. On sait que, évidemment, c'est un véritable sujet. Mais moi, je persiste à croire, peut-être que je me trompe et que l'avenir me montrera que je me suis trompé, mais que ce n'est pas par l'offre il faut pas se stresser trop sur l'offre, il faut travailler sur la demande. Et c'est vraiment pour moi majeur, et quitte à ce qu'on embarque à l'occasion, j'allais dire, des pays voisins sur le sujet. Moi, à mon avis, c'est ça le sujet. Donc, est-ce qu'il faut faire plus de protectionnisme européen, notamment quand on produit en termes de renouvelables, etc. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est un peu trop frileux sur le protectionnisme européen. Je pense qu'à un moment donné, il faut répondre aux défis que nous propose parfois le président Trump, dont je n'ai pas envie de prononcer le nom. Mais voilà, hein, où est-ce que je veux dire, il nous propose un défi qui est un peu particulier chaque fois. Il vient nous mettre des taxes, bon, très bien. Nous, on peut aussi avoir une certaine forme de protectionnisme. Il ne faut pas se gêner à un moment donné pour répondre, mais il faut répondre au niveau de la maille européenne, parce que c'est là que ça a du sens. C'est là que ça a du sens. Et sur les énergies renouvelables, vous évoquez, moi je trouve pas que c'est rêvé ce que vous dites, c'est au contraire, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et puis, encore une fois, sur les énergies renouvelables, il va falloir les développer de plus en plus. On a là aussi de la technologie, on a des choses qui sont très intéressantes qu'on est capable de faire. Au passage, il ne faut pas opposer les énergies renouvelables entre elles. Là aussi, il y a des spécificités territoriales qui peuvent être intéressantes. Et il y a des endroits où ça a du sens de faire de la géothermie. Des endroits où l'énergie osmotique a du sens. J'en parle parce que je sais que je suis un des seuls parlementaires qui en parle de l'énergie osmotique. Mais vous savez que le potentiel de l'énergie osmotique en France, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Et alors, ce un réacteur nucléaire, c'est tant mieux si on l'additionne avec le reste. C'est bien, il n'y a pas de solution unique, il faut bien additionner. Et donc, là où par contre la force publique est importante, c'est qu'elle doit donner l'orientation, elle doit donner le cadre, elle doit donner des dispositifs de soutien, mais rien ne se fera sans le secteur privé. C'est la raison pour laquelle, quand je dis qu'il faut publier la PPE très vite, c'est parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils sont en train de fuir la France. Parce que nous, même si on publie la PPE dans 3 mois et qu'on dit « Ah, elle est géniale notre PPE, c'est très bien », mais si entre-temps les investisseurs sont partis, on aura le dispositif public, on aura le cadre, mais on n'aura pas l'argent, on n'aura pas les moyens. Et donc là, on aura raté quelque chose. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que je voudrais quand même aborder, c'est que travailler sur et le renouvelable et le nucléaire, montrer qu'on a une politique volontariste sur le sujet, je vais le dire comme je le pense, et je le pense vraiment, c'est aussi envoyer un signal positif à nos jeunes. Aussi à nos jeunes. Parce que dans nos jeunes, notamment qui s'intéressent à la science, qui s'intéressent à la transition, pas mal nous disent « Moi, j'ai envie de faire un travail qui a du sens. » Mais si à travers une politique volontariste sur les énergies renouvelables et le nucléaire, certains, parce qu'ils préfèrent un peu le nucléaire, de le renouvelable, etc., ils trouvent du sens à leur métier que de se dire je fais partie de la grande aventure de la transition écologique de l'économie,
c'est-à-dire que je participe à la transition écologique de l'économie française, eh bien peut-être que ça, c'est quelque chose de positif, plutôt que de les marteler en permanence avec le seul débat qui intéresse un certain nombre de médias, c'est les retraites, les retraites, les retraites. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut l'un et l'autre. Et il faut donner de l'espoir à notre jeunesse. Et je pense que la transition énergétique, elle peut donner de l'espoir, elle peut donner, voilà. Et je trouve chouette un jeune qui dit moi je veux travailler dans l'hydrogène, un autre qui veut travailler dans la géothermie, un autre qui dit moi ça m'intéresse d'aller dans l'osmotique, dans le renouvelable, dans l'hydrolien, etc., etc. On a un potentiel, mais à nous de libérer ces fameuses énergies pour que ça devienne quelque chose que l'on puisse développer dans ce pays. Mais je le pense vraiment. Et peut-être que je vous rejoins sur un point, c'est que moi j'ai envie aussi de rêver un petit peu sur ces sujets-là. Alors, je crois qu'on est tous là pour rêver, mais il y a quand même des limites au rêve. C'est un peu le financement. Il va falloir que Ça nous ramène à l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Vous ne vous êtes pas exprimé, à ma connaissance, sur le versement nucléaire universel. On ne m'a pas interrogé dessus, mais je vais en parler. Alors, sur le fameux VNU, d'ailleurs, il a été voté en commission des finances, sa suppression, hein, donc sur la proposition de la France Insoumise et avec le soutien de pas mal d'autres groupes politiques, donc je ne vais pas répéter toujours un peu les mêmes, il a été supprimé. Hein, donc voilà, bah oui, parce que bon, il fallait bien qu'ils aient quelques victoires en commission. Voilà, bon, bref. Bon. Le VNU. Peut-être que c'est pas. Alors, on l'a même pas mis en place, que déjà il est supprimé. Par certains. Oui, la volonté de supprimer quelque chose qui n'a pas encore. Voilà. Donc ce VNU, d'ailleurs, on ne sait même pas s'il se mettra en place en 2026 pour une autre raison. C'est parce qu'a priori, a priori, il n'y en aura pas besoin, puisque quand on regarde à la fois les coûts de revient et le prix et le coût et ce qui va se vendre en termes sur le marché, il n'y aura pas besoin d'aller. Voilà. Est-ce que c'est un système idéal? Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste du sujet et peut-être que ce n'est pas le système idéal. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les objectifs du VNU, eux, sont importants. C'est quoi l'objectif du VNU? C'est quand même qu'on ait de quoi faire fonctionner EDF et le développement de notre parc nucléaire, sa maintenance, son développement, etc. Et qu'en même temps, on puisse avoir une énergie à bon marché dans un pays comme le nôtre et le prix de l'électricité. D'ailleurs, même si ça ne nous convient pas en titre individuel, on reste quand même un des pays d'Europe où l'électricité est la moins chère. Il ne s'agit pas de dire qu'on est les meilleurs, les plus forts, etc., etc., mais n'empêche que c'est vrai. On peut aussi de temps en temps reconnaître là. Et donc le VNU, en tout cas la démarche intellectuelle qu'il y a derrière, c'est bien d'essayer d'avoir les deux objectifs. À la fois, il faut accepter l'idée qu'il va falloir investir, mais c'est investir dans le bon sens. Encore une fois, si on réduit notre dépendance aux énergies fossiles, on réduit cette facture donc de 60 à 70 milliards d'euros par an. Et si dans 20 ans, au lieu que ce soit 60 ou 70 milliards, ce n'est plus que la moitié, et que cette autre moitié chaque année, elle a été plutôt investie pour faire des choses sur le sol français, enfin, peut-être que c'est du rêve, mais n'empêche que c'est un objectif politique que de se dire on crée de l'activité chez nous, c'est de la souveraineté, on répond à des enjeux qui sont à la fois de souveraineté, des enjeux économiques, parce qu'il faut de la compétitivité, et des enjeux climatiques. Et donc, à mon avis, il faut trouver l'équilibre entre ces trois enjeux majeurs, et c'est à mon avis là qu'on peut embarquer. Et quand je parle de notre jeunesse, c'est parce qu'il faut leur donner envie de s'investir dans ce cadre-là, qui est un cadre positif. Et de là découlera tout le reste. Monsieur le député, de mon point de vue. Monsieur le député, merci. Vous nous avez fait remarquer, et votre collaborateur aussi, je veux dire que vous aviez un espace-temps précis. Il faut que je retourne voir mes copains là-bas. Combien de questions je peux encore redonner? Parce que on va dire, sous le contrôle de mon collaborateur, 2 questions, il a dit. C'est lui qui décide. Moi, je suis le porte-parole de mon collaborateur. 2 et la conclusion. OK. Alors, moi, j'en ai une première parce que ça, c'est à l'extérieur et c'est les journalistes et les médias. Vous avez rappelé, monsieur le député, votre attachement à l'agriculture. Dans ce PLF, la question des biocarburants pour les transports a été au cœur des débats, avec la proposition du gouvernement de supprimer d'un coup l'avantage fiscal sur le B100. Et vous avez porté un amendement sur ce sujet. Le gazole agricole. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, l'amendement, Première question. Ah, pardon. Alors, rapidement, donc, cet amendement, je l'ai défendu dans une longue série de discussions communes. Alors, vous savez, c'est l'aberration de la manière de fonctionner du Parlement, et d'ailleurs, on pourrait s'interroger, c'est qu'en fait, il y avait, dans la mesure, rapidement, la mesure qui était proposée par le gouvernement,
c'était de supprimer les avantages sur le E85 et sur le B100. C'est les deux. Beaucoup de parlementaires ont voulu s'opposer à ces deux mesures. Moi, personnellement, je pense qu'il fallait s'opposer à la mesure sur le 85. Par contre, sur le B100, je pense qu'on peut avoir l'honnêteté d'aller regarder un petit peu les choses. Alors, je vais essayer d'expliquer les choses. Je vais essayer d'expliquer, parce que je sais que c'est pas populaire quand on dit ça. Mais il faut avoir le courage d'expliquer les choses et de ne pas être toujours dans le populisme. Et du coup, j'ai porté un amendement qui était, je m'oppose au gouvernement sur le 85. Je reprends la proposition du gouvernement sur le B100, mais au lieu de le faire en 1 an, je le fais sur 2 ans pour que ce soit moins brutal. Mais en revanche, on le fait. Parce que sur le B100, le B100, aujourd'hui, il bénéficie de 2 dispositifs. La Tiruert, il ne faut quand même pas l'oublier, et donc cette réduction de l'assise importante. Et qui fait qu'à la fin, sa fiscalité est quand même très très faible. Et aujourd'hui, je sais très bien que derrière les transporteurs, ils vont me dire oui, mais si on supprime le truc, ils vont augmenter la pompe, etc. Non, je pense que les industriels producteurs captent une marge extrêmement importante à l'intermédiaire. Je suis un peu agacé quand je le dis parce qu'on le sait très bien. On le sait très bien. Et on le sait très bien. Et donc l'idée, c'était de dire qu'il faut peut-être aller chercher une partie de cette marge. Voilà pourquoi il y a une histoire dont on remet un peu de la taxe là-dessus. Et moi, je pense que c'était jouable, parce qu'on ne peut pas faire un budget où on ne fait que des dépenses supplémentaires, on peut aussi regarder pour les recettes. Il faut aussi avoir à un moment donné l'esprit de responsabilité. Et donc moi, en esprit de responsabilité, j'ai proposé que sur le B100, on aille regarder les choses de manière un peu plus précise. Et j'aimerais bien qu'on regarde ça de manière détaillée. C'est la raison pour laquelle je regrette que mon amendement n'ait pas été adopté, parce qu'il y avait une 3e mesure dans mon amendement, que personne d'autre n'a proposé. C'était qu'on obligeait le gouvernement à nous mettre tous les chiffres sur la table, biocarburant par biocarburant, et qu'on regarde de manière objective les choses. Parce que chacun raconte la sienne. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez dangereux. Donc, en tout cas, d'un peu problématique. Le problème du débat budgétaire, c'est que comme il y avait des amendements de suppression des 2 mesures, à partir du moment où ces amendements pouvaient être votés, ce qui a été le cas, ça fait tomber tout le reste. En fait, il aurait fallu faire le travail inverse. C'est-à-dire qu'on prend d'abord les amendements qui regardent une des mesures, etc. Et à la fin, il peut y avoir des amendements qui suppriment l'ensemble des mesures, pourquoi pas. Donc mon amendement n'a pas pu passer au vote, puisqu'il y a eu de la suppression avant. Malgré tout, je fais remarquer qu'après avoir eu c'était mardi soir, c'était quand ça, lundi soir, je ne sais plus quand est-ce que c'était, parce que je suis là tout le temps, je ne sais plus quel jour on est. Enfin, je me rappelle que samedi, il y a match, voilà. Mais le reste, après, je l'oublie. Quand on a regardé toute la série, que tout le monde s'est exprimé, la ministre s'est exprimée, et je remarque, c'est juste le moment, que le seul avis favorable qu'elle a donné, c'était à mon amendement. Et pourtant, mon amendement supprimait une partie de ce que le gouvernement voulait faire et proposait le reste sur 2 ans. C'est le seul avis favorable qui a été donné par le gouvernement. Donc je me dis que peut-être, il y avait le début d'une convergence, mais les parlementaires de beaucoup de bords, d'ailleurs ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce qu'il y a eu des propos de parlementaires qui m'ont étonné. Je vous invite à aller regarder le débat. C'était assez sidérant quand on sait ce qu'ils racontent par ailleurs sur l'agriculture française. Donc moi, ce n'était pas un amendement pour m'opposer à l'agriculture, parce que l'avantage, c'est que j'en vienne de ce monde-là. Simplement, je considère qu'entre l'agriculteur producteur du colza et le transporteur qui va utiliser le B100, il y a des avantages fiscaux énormes qui bénéficient ni à l'agriculteur, même pas nécessairement à celui qui va le consommer, c'est à l'industriel qui est au milieu. Et je vous invite à regarder qui c'est. Dernière question rapide. Alors, si j'ai compris, donc Étienne Becker, ancien de France Stratégie et conseiller à Eden, occasionnellement. Moi, je voudrais parler de l'Allemagne. Alors, pour faire la transition avec les biocarburants, les Allemands viennent de voter le fait que les biocarburants, la biomasse, ne sont pas renouvelables. Enfin, juste pour faire la transition. Donc, quand vous mettez le CO2 au centre, ça, c'est une question peut-être à soulever en dehors des questions. Si on fait une analyse d'un cycle de vie, c'est peut-être. Sur le cycle de vie, ce n'est pas renouvelable et ils vont le déclarer. Donc voilà, je vous le dis quand même, si vous êtes fils d'agriculteur, ça vous intéresse. Alors, plus globalement, l'Allemagne est en train, avec la nouvelle coalition, d'opérer un tournant dans son tournant énergétique. Vous suivez ça. Il y a une commission de l'Institut de Cologne, avec laquelle on a travaillé d'ailleurs, qui a établi un rapport très circonstancié, qui est très critique sur l'énergie 22 et qui appelle à revoir un certain nombre de politiques. Oui. Et le rapport a été présenté mi-septembre et la ministre Katharina Reiche, qui est ministre de l'énergie et de l'économie, a annoncé déjà un certain nombre de mesures, donc révision
des subventions sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur les centrales à gaz. Donc ils vont lancer les 20 gigawatts, puis d'autres 20 gigawatts de centrales à gaz qui ne seront pas convertibles à l'hydrogène forcément, comme ça avait été décidé. Sur l'hydrogène, le rapport est accablant. L'hydrogène coûte trop cher. Il n'y a pas les projets en face. Donc sur l'hydrogène, ils vont lever complètement le pied. Donc je sais que vous êtes un chaud partisan de l'hydrogène, vous l'avez cité plusieurs fois. Donc je voulais savoir si la France, qui a suivi beaucoup l'Allemagne dans sa transition énergétique, va aussi suivre l'Allemagne dans la révision de sa transition énergétique et faire une réévaluation assez approfondie. Alors par exemple, je pense à l'éolien en mer. Quand vous dites c'est la PPE, mais ce n'est pas que la PPE. Les appels d'offres en Allemagne, en Angleterre, là en Hollande la semaine dernière, font chou blanc. Donc vous pouvez faire toutes les PPE que vous voulez. Le problème, il est ailleurs. Donc est-ce qu'on va avoir une réflexion approfondie sur ce sujet avant de légiférer? Excuse-moi, je complète ta question. Est-ce qu'il y a un volet nucléaire dans la révision? Prends le micro. L'Allemagne a des stratégies de contournement. Ils parlent de faire du nucléaire de fusion. Je crois qu'ils évoquent un peu les SMR. Donc ils en sont là. Oui, ils parlent de la fusion. C'est ce que j'ai lu aussi. Donc ils ont des stratégies de contournement, mais bon, l'opinion publique allemande est anti-nucléaire. Hein, il faut le rappeler quand même. Donc là, ça serait vraiment une révision trop importante. Enfin, je pense que l'Allemagne fait quand même un travail approfondi sur donc ce qu'elle fait depuis une quinzaine d'années, même plus d'une vingtaine d'années, et donc la France devrait s'en inspirer. Oui, alors, moi, que la France s'inspire de l'Allemagne pour certains sujets, je veux bien. Mais enfin, moi, je suis désolé, hein, je suis peut-être un peu bêta comme gars, mais quand je regarde l'impact CO2 de la production énergétique de la France et de l'Allemagne, bah, moi, je pense que c'est plutôt l'Allemagne qui doit s'inspirer de la France. Voilà, moi, j'ai mon objectif CO2 derrière. Ça, c'est clair. Et donc, là-dessus, je ne pense pas qu'on ait des leçons à recevoir de leur part. Après, vous me dites qu'est-ce qu'on va faire d'un point de vue... Je comprends votre question, mais je ne suis pas la bonne personne hein, pour y répondre. Non, la bonne personne, c'est le ministre en charge de l'économie, des finances, de l'énergie. C'est celui-ci à qui, c'est à lui qu'il faut poser la. Oui, non, mais en tout cas, c'est à lui qu'il faut poser la question. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un sujet. Vous avez dit sur les énergies renouvelables, le soutien, etc. En fait, moi, je crois que sur les énergies renouvelables, il faut toujours apporter du soutien. Mais maintenant, quand on dit 1 euro investi doit être bien investi, je suis aussi d'accord avec cette rigueur sur les financements publics. Et c'est la raison pour laquelle on peut raisonnablement se poser la question des fameux contrats. J'ai été surpris qu'on ne m'en parle pas, mais les contrats S6, S10, donc de l'avant moratoire de 2010, là, le pré-moratoire, force est de reconnaître que c'est des contrats particulièrement juteux. Et que vous avez vu que dans les débats budgétaires, on était revenu, l'État souhaite revenir dessus. Moi, je m'oppose à avoir une mesure rétroactive à 2025 comme il voulait le faire au 1er janvier, mais je pense qu'il ne faut pas s'interdire de le faire à l'avenir. Peut-être qu'il faut avoir une discussion aussi avec la filière et regarder tout ça dans le package publication PPE, etc. Je pense qu'il faut regarder, ce sujet. C'est comme, je pense que je croyais qu'on allait éventuellement aborder, il y a un point qui n'a pas été ciblé dans vos questions, c'est l'histoire de l'IFER. Nous n'avons pas eu le temps de voir toutes les questions. Hein. Oui, sinon, mais vous restez 1 heure de plus. Hein. Non, mais c'est juste parce que je voulais, moi, évoquer l'histoire de l'IFER. Et d'une façon générale, le problème des collectivités locales. Exactement. L'IFER, ce qui est proposé dans le projet de loi de finances du gouvernement, dans la copie initiale, là, c'est une augmentation de 88%, vous le savez, de l'IFER. Et la somme en question irait dans le budget général de l'État. Moi, je m'y oppose, j'appelle ça un impôt de production. C'est rien d'autre, hein, un impôt de production. Donc moi, je m'y oppose, donc j'espère que les amendements... Alors, en commission des finances, on a échoué, hein, donc à faire échouer... voilà. La commission des finances a maintenu le truc, comme quoi, c'est assez bizarre, je ne suis pas sûr que tout le monde avait bien saisi l'importance du sujet. Donc, on continuera le combat sur la partie 1 du projet de loi de finances. La difficulté que l'on a, c'est que le débat en projet de loi de finances est très, 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 très long. Hein, vous avez dû voir ça. Et qu'on a un délai, il faut qu'on ait un budget avant le 31 décembre. Et donc, on ne pourra pas aborder tous les sujets. Donc ça, c'est un peu la difficulté.
Et donc, je crains qu'on ne puisse pas étudier toutes les parties du projet de loi de finances, ce qui pose un petit problème, donc, évidemment, pour pouvoir porter les sujets. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va essayer de les pousser donc, auprès du gouvernement. Moi, je me ferai le relais de ce que j'ai entendu de la part de certains d'entre vous et des alertes que vous avez pu nous faire. Mais sur l'histoire de quelle stratégie politique énergétique veut prendre le pays, moi, je ferai part de ma vision au ministre, comme le feront d'autres groupes politiques aussi. Et ensuite, à nous de regarder. Il me semble quand même que si on veut être un peu optimiste et positif, on a cet atout majeur d'un mix énergétique, en tout cas le mix électrique, pardon, dans notre mix énergétique, le mix électrique, lui, je trouve que c'est une chance, une fierté que d'avoir, grosso modo, sur la partie électrique, un 2 tiers nucléaire, grosso modo, et 1 tiers renouvelable, pour faire prendre les grandes masses, et à nous de les développer beaucoup plus, de manière à surtout réduire la part Et des un fossiles. hydro puissant. Et aussi. Exactement. Le plus important. Voilà, et on aura aussi un rapport RTE qui va sortir dans quelques jours, qui va nous parler aussi de tous ces enjeux-là, du destin énergétique du pays. On verra aussi ce qui est préconisé ou ce que nous inspire le rapport RTE. Ce que j'espère, c'est qu'on aura un débat apaisé. Et ce que moi, j'espère vraiment, c'est que tous autant que vous êtes, vous puissiez influencer les parlementaires pour leur dire qu'une fois pour toutes, il faut sortir des débats franco-français donc sortir de la guerre qui n'a aucun sens entre le nucléaire et le renouvelable, et qu'on aille regarder largement la suite. Et la suite, c'est de se dire, voilà, comment on fait pour moins de fossiles. C'est ça le seul et unique objectif. Et c'est ça qui devrait nous réunir. Et c'est ce sur quoi nous, on a besoin que vous veniez nous aider à influencer donc l'ensemble du Parlement, à la fois Sénat et Assemblée, et puis évidemment le gouvernement. Et c'est ce que nous faisons puisque nous sommes régulièrement auditionnés par vous chez Eden. Monsieur le député, merci encore. Je vais me faire engueuler par mon Oui. collaborateur. Non, il m'a donné une autorisation. D'accord. Voilà. Juste une chose. Chez Eden, on a la chance de faire dialoguer les dirigeants d'entreprise, donc les entreprises même par le côté économique, et on est sur la loi des finances, les experts qui effectivement travaillent sur les solutions, et les élus. Donc bien évidemment, comme chez Eden, nous avons les 3 parties, ça sera un élu qui fera la conclusion avec vous, Ben oui. François Moutot. Écoutez, monsieur le député, je pense que tout le monde va être unanime sur la qualité de vos réponses et sur le fait que vous montrez que vous maîtrisez l'ensemble de vos dossiers. Et je dois dire qu'en ce moment, avoir des députés qui maîtrisent leurs dossiers, c'est assez satisfaisant d'en rencontrer au moins un. Deuxième chose, et j'ai eu la chance de lire votre rapport, vous savez étudier les sujets avec suffisamment de compétences pour essayer de trouver pragmatiquement des réponses appropriées. Et tout le catalogue des aides aux énergies renouvelables montre que sur chacune, vous avez regardé, pesé et essayé d'équilibrer entre le coût et puis l'intérêt. Et je pense que pour moi, votre rapport est exemplaire. J'ai eu la chance de le lire. Vous allez pouvoir le lire tous. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites. Et alors, je n'ai pas de pronostic non plus pour le match.